Il commémorait mai 68, c'est la question que nous posons ce matin et on la pose parce que Emmanuel Macron y songe. Il souhaiterait revenir sans dogme ni préjugés, 50 ans après, donner à cet événement marquant une dimension internationale. Je le cite. Ce matin, la question est posée 34% pour, 66% contre. Pour en parler autour de la table, Martin Storti, philosophe et écrivain, auteur de 32 jours de mai aux éditions Le Bordelot. François Bousquet est là, journaliste et auteur de La droite buissonnière. Benjamin Stora, que vous connaissez, historien, président du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui a écrit également un livre sur la guerre d'Algérie. Ça s'appelle La dernière génération d'octobre. Sur 68, pardon. Oui, sur 68. Vous voyez, votre nom est tellement associé à la guerre d'Algérie. Benjamin Stora, ça c'est le... J'arrive pas à y échapper, vous voyez. Ben oui, vous avez écrire sur le Maroc, le Vietnam, là. Mais c'est pour vous, c'est... Alors, les journalistes, on met des gens dans des cases. Et, bon. Mais vous avez écrit sur mai 68 ce livre, La dernière génération d'octobre. Oui. 68. Et alors que c'est en mai, pourquoi parce que pour moi, 68, c'est le dernier souffle de la révolution d'octobre. De 17. De 17, bien entendu, dont on fête le 100e anniversaire. C'est le dernier souffle, c'est-à-dire le dernier spasme. Avec le vocabulaire de la révolution d'octobre, de 17. Alors, je ne vais pas énumérer ici tous les mots utilisés en 68, mais qui ne correspondaient pas à la réalité de ce mouvement. Il y avait un décalage entre le vocabulaire utilisé, très très marxiste, j'allais presque dire léniniste, trotskiste, etc., et qui venait comme se plaquer à la réalité d'un mouvement qui était beaucoup plus multiforme, beaucoup plus effervescent, beaucoup plus extraordinaire. D'où ce titre, La dernière génération d'octobre, dont j'ai fait partie, bien entendu. Celle qui a cru... Oui, parce que vous êtes des enfants de 68. Hein. Pour le coup, vous étiez ado en 68. Oui, j'avais 17 ans. Ouais. Non, mais c'est très important. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure à Martin Storti. Je lui ai dit, c'est quoi mai 68 ? Et si je voulais résumer en un mot, vous avez dit, c'est un climat, au fond, c'est une couleur, c'est un état d'esprit. C'est pas qu'un état d'esprit, c'est aussi une... Oui, mais un mot. Bon, il faut... Oui, parce que je fais le tour de table, juste. Il y a double enjeu, il y a l'aspect étudiant et l'aspect ouvrier. Mais je suis d'accord, mais à la fin, vous avez dit, finalement, c'est un climat, j'ai vécu... Bon, c'est une manière de vivre, oui. Alors, je repose la même question à Benjamin Stora. C'est quoi mai 68 ? C'était une formidable sortie de solitude. Moi, j'arrivais d'Algérie en 62. 68, c'est 5 ans après. Et tout d'un coup, j'avais l'impression d'une formidable découverte de la France que je ne connaissais pas. Mes parents avaient été maltraités en arrivant en 62. On était dans une comme tous les rapatriés, ça a été très dur en 62, parce que vous étiez perçus comme des colons, comme des gens argentés. Il y avait tout ça, absolument. Il y avait vraiment ça. Et puis tout d'un coup est arrivé 68. Et donc c'était pour moi, en tout cas, une espèce de soleil de 68. Le soleil. Sortait de cet isolement né de la fin de la guerre d'Algérie. Alors vous n'avez pas vécu mai 68 Non, je suis né en 68. Voilà. Moi, je subis 68 tous les 10 ans. Vous subissez 88, 98, 2008, 2018. Bon, donc c'est droit sans arrêt au centenaire bientôt. C'est quoi c'est une affaire, vous avez raison, c'est une affaire atmosphérique, une affaire de couleur. On passe d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur, c'est ça 68. Et comme disait Benjamin Stora, en fait, c'est la voiture balai de la révolution, parce que la révolution n'est pas importante. La vraie révolution, c'est la mettre dans la portée dans le dortoir des filles. Hein. C'est ça 68. À Nanterre, c'est ça, les grandes querelles, c'est une question de dortoir de filles. Hein. Donc on n'est pas dans un schéma. C'est une histoire de dortoir de filles. Dortoir de filles. En 68, à Nanterre, avec Cohn-Bendit, ça commence comme ça. Et en fait, moi, je pense que 68, c'est un putsch générationnel. Parce que c'est l'affaire des baby-boomers. Hein. Il y a un sociologue qui est passionnant, Louis Chauvel, professeur à Sciences Po, qui a dit que l'année de naissance astrologiquement idéale, c'est 48. Et en effet, en 48, quand vous naissez en 48, hein, vous échappez 10 ans plus tôt, vous faisiez la guerre d'Algérie pendant 24 mois. 10 ans plus tard, vous connaissez le chômage de masse. Hein, le chômage de masse, pardon. Et donc, en 68, c'est une classe d'âge qui arrive au pouvoir. Et c'est la première révolution. En général, une révolution, c'est une classe d'âge, une classe sociale qui est chassée au profit de l'autre. Hein. Les bourgeois qui remplacent les nobles. Là, la révolution, c'est au sein d'une même classe d'âge. Hein. C'est en fait les enfants qui se révoltent contre les... C'est un raisonnement très marxiste. Ouais. Hein. Mais justement, les marxistes étaient... Mais elle n'arrive pas au pouvoir. Elle pose les jalons, elle n'arrive pas du tout au pouvoir, elle a 18 ans. Se crée cette alliance à front renversé du libéral et du libertaire. Oui, mais répondez, elle ne prend pas le pouvoir en 68. Les gens qui ont 20 ans ne prennent pas le pouvoir. C'est la première, c'est une commune étudiante sans fusillés, c'est une révolution sans mort. Et c'est normal qu'il n'y ait pas de mort, puisque c'est le fils du député, c'est le fils du journaliste et c'est le fils de l'universitaire qui est sur les barricades. Hein. Donc papa ne va pas tirer sur son fils. Hein. Non, c'est une caricature, là. Il faut sortir des caricatures de 68. Moi, je suis fille d'ouvriers immigrés. J'étais sur les barricades. Vous n'êtes pas la norme. Hein. Dire que c'est que les fils de bourgeois et les filles de bourgeois qui étaient à l'université, c'est la faux. jeunesse dorée. Justement, c'est la première génération où les filles, d'ailleurs, sont
un nombre important à l'université, font des études supérieures, et où, en effet, quand même, des enfants d'ouvriers sont aussi à l'université. Ils sont Donc minoritaires, arrêtez de dire que c'est toujours les fils de. D'autre part, mai 68, c'est pas que les étudiants. C'est aussi une grande grève ouvrière. C'est 10 millions de grévistes pendant plusieurs Mais il n'y a pas de point de rencontre. Pendant plusieurs semaines, et c'est même plus fort en termes de grève que le Front populaire en 1936. Cela dit, ce qui est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin, nous étions, en tous les cas les étudiants ou les militants, étaient du côté du passé, c'est-à-dire qu'il y avait un discours. La mythologie des militants de 68, c'était la libération, c'était en effet la révolution d'octobre, c'était le Front populaire, c'était la Commune de Paris, et que tout ça s'est fait, 68 s'est fait un peu en rupture, en effet, avec ce discours-là. Ça, c'est très important de le souligner. Mais sortons des caricatures et sortons de cette espèce de haine de 68 qu'il y a de la part de certains. 68, ça commence à Nanterre. Et Nanterre, c'est les beaux quartiers. En réalité, c'est quand même globalement les étudiants des beaux quartiers. Et je vous rappelle ce que Pasolini... Je vous rappelle ce que Pasolini disait en 68, c'est que les ouvriers étaient du côté des policiers, de la maréchaussée, et les bourgeois du côté des étudiants. Donc il ne faut pas renverser les causes et les effets et les rôles. Mais je trouve que l'essentiel, moi, dans 68, c'est que c'est la figure du libertaire qui s'impose. Et en 68, on pose des jalons qui vont se déployer sur 20 à 30 ans, dont les effets vont se déployer sur 20 à 30 ans, de cette alliance à front renversé du libéral et du libertaire. Et la figure de Cohn-Bendit est fascinante, parce que c'est Dany le Rouquin, Dany le Rouge, puis Dany le Vert, puis Dany l'Arc-en-Ciel. C'est pour ça que je passais d'un passage du noir au blanc à la couleur, en fait. La première des révolutions de couleur, vous vous rappelez la révolution orange, etc. C'est 68, c'est une révolution de couleur. Et le vrai message, c'est les élucubrations. C'est bon. En tout cas, vous ne contestez pas l'importance de mai 68 qu'il y a avant et après, parce qu'il y a aussi des gens parfois qui disent 68, c'est rien. Benjamin Stora. Oui, moi je crois effectivement que ça a été une révolte générationnelle et qui a emmené dans cette révolte générationnelle, toute classe confondue, toute une série de personnes qui appartenaient effectivement à toutes les classes de la société. Et ce qui est très important à analyser, c'est pas tant le fait qu'on a eu effectivement un remplacement d'une génération par une autre, c'est le cas quand même, et c'est vrai, vous avez raison là-dessus. Plus tard quand même. Elle sera plus tard, parce que les gens qui ont 20 ans, ils arriveront au pouvoir. Parce qu'en gros, en 68, les gens qui dirigent la France, en 68, les gens qui dirigent la France, c'est les gens qui ont fait la guerre. Oui, c'est 45. Et qui se sont illustrés dans la guerre. C'est Chaban, les premiers ministres, c'est les résistants. Voilà. C'est les résistants. À grands traits, c'est ça. C'est les compagnons de la libération. C'est cette France. Et il faut en finir, effectivement, avec cette espèce de consensus entre gaullistes et communistes. Et on a effectivement une nouvelle génération qui arrive sur le devant de la scène et qui veut casser ça, qui veut casser ce consensus. Mais c'est un ébranlement qui va toucher toutes les sphères de la société. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision extrêmement contrôlée. Il n'y avait pas de mixité dans les écoles. Pas du tout de mixité en Non, moi j'étais dans un lycée, il n'y avait pas de filles. J'étais lié. T'avais même pas un peu commencé. Non. Avant 68, il n'y avait pas de mixité. Non, les lycées étaient mixtes. Ah, pas le mien. Jusqu'à la terminale. Ah non. Moi j'étais au lycée Balzac. Ah, moi pas du tout. Ce qui n'était pas mixte, c'était les classes prépa, le poste. Ah non. Parce qu'il y avait, ça avait pas de mixité. C'est pas grave. Il y avait des classements dans les classes. Oui, il y avait des classements. Des classements, on savait si on était premier, deuxième, absolument, bien sûr. Alors vous aviez la blouse ? Non, il n'y avait pas la blouse, c'est vrai, mais il y avait les classements, il n'y avait pas de mixité, il y avait une très grande discipline qui régnait. C'était une autre France. Le maître, l'autorité absolue, verticale. Du maître. Alors c'est vrai que dans l'après 68, il y a eu beaucoup d'outrances, par exemple dans la contestation du savoir des maîtres, et c'est vrai que ayant étudié et milité à Nanterre, j'ai vu ça de manière rétrospective désolée et désolant de voir effectivement des mises en accusation de grands savants. Par exemple, je me souviens, il y avait un très grand professeur d'histoire et de civilisation chinoise et qui était sans cesse mis en accusation par les Mao de la bouche prolétarienne. Et c'était vraiment désolant parce qu'il y avait la version garde rouge, évidemment, dans cette façon de procéder, dans cette façon d'être. Mais derrière cette outrance, derrière cette effervescence, il y avait un formidable ébranlement de la société et qui, de mon point de vue, a pu être ensuite freiné, cet ébranlement, par l'arrivée de la gauche institutionnelle au pouvoir en 81. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période libérale. Oui, c'est 10 ans plus tard, 10-12 ans plus tard. Et là, on assiste effectivement à un freinage et
à une sorte, disons, de direction nouvelle prise par ce grand mouvement de 68 sous la forme d'un néolibéralisme, sous la forme, disons, d'une sorte d'individualisme, ce dont vous parlez, c'est-à-dire la question libertaire, etc. Cette espèce de libéralisation libertaire, mais c'est dans l'après-80, c'est les années 80. C'est pas les années de l'après-68. Les années de l'après-68, telles que je les ai vécues, ce sont les années du collectif, de la solidarité, de la fraternité. C'est après, vous faites un décalage chronologique. Martine Storti, qu'est-ce qui différencie la France de 68 de ce qui se passe partout en Europe et même dans le monde? Est-ce qu'il y a une spécificité française? On peut dire qu'il y a une spécificité dans la forme que ça a pris, mais c'est partout. C'est quand même un mouvement au moins européen. C'est White is White, c'est l'île de... Moi, je voudrais quand même souligner une chose. Il y a beaucoup de côtés très sombres dans cet aspect 67-68, parce que quand j'ai vu le film Détroit, par exemple, qui est sur les écrans en ce moment, un film qui se passe en 67, on l'avait oublié, c'est la violence raciale, c'est aussi le Vietnam, c'est le côté très sombre aussi de 68 et de l'après-68. Aux États-Unis, bien sûr. Oui, il y a un aspect quand même qui n'est pas tout le temps ludique, libertaire et tout ça. Il y a beaucoup de gens... Comme le grand rassemblement. Oui. Dans l'après-68, il y a des gens qui ont été désillusionnés, qui sont suicidés. Il y a un côté sombre dans l'après-68. Mais parce que c'était... Chez les gens qui étaient très engagés politiquement. C'était sérieux. C'était je voudrais juste ajouter un point, c'est que la diversité que je soulignais tout à l'heure, elle est vraie aussi pour la suite. C'est-à-dire, par exemple, quand Benjamin Stora, à juste titre, parle de l'enseignement, il y a en effet des 68ards qui ont décidé de ne plus enseigner quand ils étaient profs parce que c'était transmettre la culture bourgeoise. Et il y a des 68ards comme moi, je me désigne comme 68ards, qui ont été profs de philo à partir de 69. J'étais prof à Denain dans le Nord et où j'ai enseigné la philosophie parce que je ne considérais pas que je transmettais la culture bourgeoise, je transmettais la culture. Donc la diversité de 68 se retrouve après, y compris pour les gens qui se réclament du même événement qu'aimait 68. Et puis alors, il ne faut pas oublier que dans la suite quasi immédiate, dans les 2-3 ans qui suivent, si 68, il y avait la participation des femmes, mais aucune visibilité des femmes, à partir de 69-70, là on a quand même, dans la foulée de 68, le mouvement féministe, qui est un mouvement collectif et qui en effet va prendre à bras-le-corps cette société pour arriver à une liberté, à donner un autre contenu au mot liberté, en y incluant les femmes. Et vous ne parlez pas du tout de sexe, si j'ose dire, mais dans mai 68, il y a cette dimension sexe ou sexuelle, c'est comme on veut, d'une liberté qui se met en place. Pourquoi vous dites pas beaucoup, non, je ne crois pas. C'est pas parce qu'en effet, il y a eu l'épisode à Nanterre de les garçons qui voulaient aller dans la cité universitaire où étaient les filles. Avant, c'était la piscine. La dimension sexe de 68, je ne la nie pas, mais elle est très minoritaire. C'est-à-dire qu'on retient... Oui, mais elle commence un mouvement, ça monte. Ce que je veux dire, c'est qu'un mouvement... La Sorbonne, c'était les coucheries permanentes, etc. Oui. C'était pas ça du tout. C'était des un marathon de palabres, disait Raymond Aron. C'était il y a un bêtisier de 68 assez... La vie quand même sexuelle des jeunes femmes, toutes les femmes qui naissent dans les années 20, 30, 40, très souvent, elles n'auront rencontré... pardon de le dire comme ça, mais qu'un homme dans leur vie, parce que voilà, on se fiançait, on se mariait, parfois on était vierge au mariage, disons-le, et tout ça explose quand même après 68. Non, je dis une bêtise ou pas? Heureusement. Mais attendez, j'ai pas de... Mais non, mais je dis pas de bêtises. Donner un autre contenu au mot liberté, c'est... Quand je dis inclure les femmes... Non, mais les gens faisaient l'amour avant 68. Être libre, c'est pouvoir, par exemple, avorter ou avoir la contraception. Je suis d'accord avec vous, mais cette dimension-là, elle est quand même importante. Ah, mais tout à fait. C'est un changement de mœurs. Oui, elle est assez importante. Il y a une traduction, cela étant, il y a une traduction juridique immédiate de 68. C'est en 70, quand on met fin à l'autorité du chef de famille. Ça peut s'imposer, ça devient l'autorité parentale. Donc la femme et l'homme sont mis sur un pied d'égalité. Mais je reviens de regretter. 2 ans plus tard, après, c'est dans les affaires de non-mariage en 72, c'est la femme qui devient le chef de famille. Donc, mais on est revenu là-dessus depuis entre-temps. Mais je reviens sur ce que disait Benjamin Stora. Moi, je fais une analyse, en effet, marxiste de 68. C'est vraiment c'est une mutation du capital et du capitalisme de 68. Et le capitalisme avait besoin de l'énergie de la jeunesse pour détruire la paléobourgeoisie. C'est pour ça que je parlais d'une révolution au sein d'une même classe sociale. Il fallait qu'on passe de la paléobourgeoisie, donc en fait l'éthique puritaine du travail, l'âpreté au gain, l'énergie à travailler. Tout ça, on l'a délocalisé aujourd'hui
aujourd'hui en Chine. Hein. Donc les bourgeois prud'homesques du 19e siècle, aujourd'hui, sont en Chine. Hein. Il fallait qu'on passe donc Ça, c'est la faute de ce... Laissez-moi aller au terme. Il fallait qu'on passe de sociétés de bourgeois prud'homesques, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. De Monsieur Prudhomme. De Monsieur Prudhomme, disons la bourgeoisie balsacienne, voilà. haussmannienne, si vous préférez. Donc on est passé de société de producteurs à une société de consommateurs, parce que c'est la montée de l'hédonisme, hein. C'est l'American Way of Life qui est en train de s'imposer. C'est ça l'essentiel dans 68. Donc on passe des gens qui épargnaient, grand-papa épargnait, à petit-fils, qui dépensent et qui s'endettent. Hein. Donc on avait besoin de casser ce levier. Le capitalisme avait besoin de rentrer dans ce qu'on appelle... Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est une révolution qui est poussée par... Comme l'a dit en fait Régis Debray, mais il l'a dit très tôt, en 78. Hein, c'est que tout s'est joué dans le dos des acteurs. Les acteurs ont été les idiots du capital. Donc ils étaient manipulés, c'est ce que vous voulez dire? Non, ils se sont pas rendus compte qu'en effet, ça a été une libération de la parole. Ça a d'abord été 68. C'est pour ça que je parlais de bêtisier. Il y a eu des slogans ébouriffants en 68, absolument baroques et saugrenus, auxquels les gens ont cru. Donc, par exemple, on parlait de la chose centrale. Moi, je trouve que c'est la critique de l'autorité en 68. Hein. C'est pas papu. C'est l'effigie de Gaulle pendue, c'est ça 68. Hein. 68, en effet, c'est ce que disait Milner. 68, c'est le discours de l'institution nulle. C'est qu'on ne veut plus d'autorité. Voilà, on ne veut plus d'autorité. L'autorité, c'est mal. Ça, c'est votre vision de 68. C'est votre représentation de 68. Disons que ma génération. Ne dites pas que c'est 68. Laissez la place à un autre regard et une autre interprétation de 68. Je vous laisse sans difficulté la parole. Non, mais je revenais simplement sur le côté manip, parce que vous dites... j'essayais de comprendre ce que vous vouliez dire, comme si les acteurs avaient été manipulés par le grand capital pour des raisons économiques. C'est ça que... Je fais mon singe savant. Oui, mais c'est une ruse. C'est le complot, vous savez, la thèse du complot qui existe toujours. C'est une ruse de la raison. Vous savez, il y a des procès, alors je suis désolé, mais vous me posez des questions qui appellent ce genre de réponse. Il y a des procès où les acteurs sont inconscients, ou sans acteurs conscients, où le sujet n'est pas conscient de ce qu'il fait en 68. Donc ils ne sont pas conscients, les gens qui sont dans la rue, selon vous? Eh bien non, puisqu'à l'époque, Cohn-Bendit, qui en est la figure archétypale, parce que Cohn-Bendit, il est politique et il n'est pas politique. Hein. Cohn-Bendit, il accompagne ce basculement. Qu'est-ce qu'on liquide en 68? Ce que dit Debray, c'est la question nationale et la question ouvrière. On se débarrasse du PCF. Hein. On se débarrasse pourquoi? Parce que l'ouvrier, il n'y a pas de point de rencontre entre l'ouvrier et l'étudiant. Parce que l'ouvrier, il est culturellement conservateur. Hein. Et Cohn-Bendit, et les deux Cohn-Bendit l'ont dit. Donc les ouvriers en 68 et les étudiants se rencontrent pas. Ça fait 2 fois que vous le dites dans l'émission. Quand ils vont à Renault, la porte de Renault est fermée. Non, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation... Benjamin Stora. Alors, effectivement, il y a des difficultés de rencontre entre étudiants et ouvriers, c'est évident, mais à mon avis, qui sont dues aussi à l'existence d'appareils politiques et syndicaux qui empêchent absolument cette rencontre. Je veux dire, ce n'est pas un secret de dire que la direction de la CGT et du Parti communiste n'ont pas voulu que cette rencontre se déroule et s'opère. Donc il y avait une sorte de barrage qui existait, je m'en souviens très bien, à l'entrée des usines, et les étudiants qui arrivaient effectivement avec une certaine naïveté, avec une certaine bonne foi, et qui voulaient faire jonction avec la classe ouvrière. Moi aussi, je suis fils d'ouvrier, ma mère travaillait... à l'usine Peugeot de la Garenne-Beson. Donc je salue tous les vieux ouvriers de chez Peugeot qui sont pesés. Parce que vous, votre parcours est particulier. Vous êtes spécial. Vous arrivez en 62, au moment de... Voilà. Après les accords d'Évian. Ah oui, on est arrivé à Paris. Donc là, vous, c'est 62. Donc c'est caricatural du film, je crois. Ouais, c'est le bateau. Voilà, c'est vraiment ça. Vous arrivez avec la valise. Et puis ma mère est rentrée en usine en 64. Et quand 68 éclate, moi je suis fils d'ouvrier. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de fils d'ouvriers, parce qu'il y avait très peu, en général, de fils d'ouvriers à l'université en 68. Mais comme il y en avait très peu. Il y avait très peu, le pourcentage de... Oui, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, il y en a moins. Et donc, grâce à 68, effectivement, il y a eu un élargissement social. Mais cette rencontre entre ouvriers et étudiants, dans le fond, elle était ardemment voulu et désiré par une grande partie de la jeunesse française. Il y avait quand même cette sorte de volonté, de désir, d'utopie qui existait dans 68 et qui était, à mon sens, et qui reste extraordinaire. C'est-à-dire cette volonté d'altruisme, c'est-à-dire d'exister pour l'autre, de le comprendre, d'être à ses côtés, une forme de solidarité qui existe aujourd'hui. On est dans l'individualisme, on est dans une forme de nihilisme, on est dans une forme de repli sur soi, dans une forme de dénigrement de l'autre. De tristesse. Oui, peut-être. De tristesse. Ce que vous dites est très très juste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure climat et couleur. Au moins, tout à fait. Les jeunes qui avaient 18 ans croyaient en quelque chose. Ils espéraient. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que les jeunes de 18 ans, ils croient en rien du tout. Ils étaient heureux et ils espéraient. Et ça, c'est formidable de penser à cela. Alors maintenant, la commémoration. Vous savez... Comment peut-on commémorer un mouvement d'une telle nature? C'est-à-dire dans le sens de ce côté on va en parler, les médias vont en parler. Oui, bien sûr. Mais comment l'État
peut commémorer un mouvement qui était foncièrement anti-étatique. Ça, c'est un vrai débat, c'est un vrai dilemme. Et vous en pensez quoi? Parce que c'est notre question. Et je rappelle le sondage, hein. Pas le sondage d'ailleurs, la question qu'on pose ce matin, puisque les dernières minutes de l'émission, on va précisément parler de cette commémoration. Est-ce que les scores ont évolué de la question qui est posée? 67, 33. Bon, je ne sais pas combien de gens d'ailleurs se sont exprimés. 1000, hein, c'est beaucoup, hein, ça passionne les gens. C'est-à-dire que quand on fait entre 1000 et 1500 le matin sur 2 heures, c'est qu'on est dans la fourchette haute. Et quand on est 500, c'est que notre question, il ne fallait pas la poser, elle n'était pas bonne. Mais 1000 personnes, ça fait intéresser les gens. Vous diriez quoi, vous, Benjamin Stora? Vous répondriez quoi? Commémorer, ça va se faire de toute façon. Ça Donc, se oui, fait, mais... il l'a dit tout à l'heure. Oui, mais l'État doit le faire. Ça se fait de toute manière. Oui, mais vous diriez quoi? Une production éditoriale, des films. Je suis d'accord, mais pour l'État? Du point de vue de l'État, je ne vois pas trop comment l'État va organiser... Parce qu'une commémoration, c'est un lieu. C'est des lieux de mémoire, c'est des acteurs, c'est des discours officiels. Mais quel est le lieu le plus symbolique? La Sorbonne? Le théâtre de l'Odéon, la Sorbonne. La Sorbonne, Nanterre, effectivement. Nanterre a été le point de départ avec le mouvement du 22 mars, effectivement. Mais je vois mal les acteurs de 68 se faire récupérer dans des discours étatiques. Oh, si on les invite à la télé, ils viendront, croyez-moi. Ah, ça c'est vrai. Encore une fois, moi je voudrais quand même assister pour parler, puisque Benjamin parle à titre personnel. Par exemple, moi, mon père était ouvrier, fraiseur-outilleur, dans une entreprise à Colombes, en région parisienne. Pour la première fois de sa vie, il a fait grève. En 68. Donc à la maison, vous étiez tous 68 Pour la première fois de sa vie, pour la première fois de son existence, cette usine qui avait été créée juste avant la guerre, tous les ouvriers étaient en grève. Ça n'était jamais arrivé. Je veux dire, c'est ça aussi, 68. Bien sûr. Et quand on dit c'est pas la rencontre entre les étudiants et les ouvriers, c'est qu'il y avait cette aspiration, encore une fois. Il y avait une aspiration. Qu'est-ce que votre père disait quand vous défiliez en 68 ? Oui, bien sûr, j'étais dans les manifestations. Vous étiez où? J'étais étudiante en philo à la Sorbonne. D'accord, donc vous étiez à la Sorbonne, au cœur. Membre du comité de grève des étudiants de philosophie, etc. J'ai été comme une permanente, en guillemets, de la vie de philo. Et comment vous jugez la jeune Mon père, lui, il comprenait, il y avait des revendications. Et il comprenait bien que, par-delà les revendications, encore une fois, il y avait cette aspiration à autre chose. D'accord, mais quand même, quand après les accords de Grenelle, pardon, j'insiste, il y a eu les ouvriers chez Renault devant Ségui qui dit on a signé l'accord de Grenelle, il faut reprendre le travail, etc. Et que les ouvriers disent non, on ne reprend pas. Et que ça a pris des semaines avant que dans toutes les entreprises, les gens rentrent. Et il y a ce magnifique film... La rentrée aux usines Mondaire, où l'ouvrière dit, et on est début juin, on est déjà après le 30 mai, et elle ne veut pas rentrer, et on lui dit, elle dit, je ne veux pas retourner là. Comment vous jugez Comment vous jugez la jeune ado que vous étiez? Comment la femme que vous êtes aujourd'hui juge la jeune ado que vous étiez? Est-ce que vous diriez... Je ne suis pas une ado, j'avais déjà 22 ans. Donc la jeune femme que vous étiez, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, j'avais raison, je me suis trompé, on n'a pas réussi? Je me suis trompée sur un certain nombre de choses. Je ne pense pas aujourd'hui ce que je pensais en 68, évidemment. J'avais 22 ans, j'ai vécu d'autres choses, j'ai lu d'autres livres, etc. Mais je dis... que, en effet, cette aspiration à vouloir vivre autrement, loin des eaux glacées du calcul égoïste, pour reprendre la phrase, c'était ça, mai 68. Un autre rapport entre les êtres humains... Vous n'avez pas vraiment réussi, alors. Ah non, on a raté. La société, elle est pire aujourd'hui. Est-ce que vous diriez qu'elle est pire qu'en 68? Est-ce que vous diriez qu'elle est pire qu'en 68? C'est pas la même chose. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la France, en 2017, finalement, elle est pire que celle de 68? Non, pire, ça n'a pas de sens. Parce que pour une femme, par exemple, aujourd'hui, pour une jeune femme, par-delà tous les débats sur le harcèlement, etc., sa vie. Je suis d'accord avec vous. Ma question est un peu... qu'avant 68. Je retire ma question. Elle ne veut pas dire grand-chose. Je suis d'accord avec vous. C'était mieux avant. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais on a l'impression que, c'est ce que vous avez dit, qu'il y a un souffle ou une énergie ou quelque chose de positif et que les ondes aujourd'hui ne sont pas toujours positives. Vous en êtes d'accord, François Boucher? Oui. Aujourd'hui, du reste, sur la commémoration, je crois que les Français, c'est pas le seul sondage auquel on a affaire. C'est pas un sondage, nous, c'est une question. La seule, disons, l'enquête comme ça, un petit peu sauvage que vous faites tous les matins. Les enquêtes un peu plus savantes, enfin dites scientifiques, montrent qu'il y a une très grande lassitude à l'égard de 68, puisqu'en effet, on le fait tous les 10 ans et on n'en sort pas. Et on traîne les mêmes gens, puisque c'est vraiment, moi, je reviens toujours à la marotte, c'est la génération du baby-boom. Et la génération du baby-boom, aujourd'hui, c'est la génération du papy-boom. Hein. Donc on n'en sort pas. Vous les aimez pas?
Cohn-Bendit, il a eu un quart d'heure warolien formidable en 68. Mais, plus que ça, ça s'est transformé. Ça fait 50 ans qu'il est dans la vie politique publique. Ça s'est transformé en rente à vie. Donc tous ces gens-là, moi je les traîne depuis 30 ans. Donc je veux qu'on renouvelle le casting. Je veux qu'on renouvelle le casting. Il y a eu une critique très sévère des gens de 68 qui a déjà été fait depuis très longtemps par le très beau livre de Guy Hockenheim. Magnifique. Qui était la lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao. Alors Guy Hockenheim qui est mort. Qui est mort en 87. Voilà, du 86. Qui a sorti un pamphlet justement à l'occasion d'un des anniversaires de 68. Il était passé chez Pivot, c'était une émission assez et qui célèbre. était Lettre à mes amis. Oui, qui avait trahi en fait les idéaux de 68. Et c'est vrai que dans l'après 68, il y a eu beaucoup de désillusions, il y a eu beaucoup de distances qui ont été prises, beaucoup de critiques émises par ceux de 68 eux-mêmes d'ailleurs, qui ont très bien. Il y a un chef-d'œuvre d'un ancien de la gauche prolétarienne, donc c'est quelqu'un de beaucoup plus engagé là pour le coup, alors qu'à 68, on estime que c'est de 1 à 10% les étudiants vraiment engagés politiquement. Le bouquin de Jean-Pierre Le Goff. Non, c'est Tigre de papier. Tigre de papier. Olivier Rollin. Olivier Rollin. De Rollin. Mais en même temps, ceux qui critiquent 68, d'un mouvement particulier, comme je viens de le dire, sont aussi dans dans le formidable souvenir du souffle de 68. C'est-à-dire qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire et ça, on ne pourra jamais leur enlever. Commémoration ou pas. Mais parce que vous aviez 18 ans, bien sûr. Mais 18 ans sans la guerre, 18 ans dans la libération et dans l'effervescence, et 18 ans dans la recherche des autres. Ouais. C'est pas 18 ans dans l'exil, parce que moi je l'ai connu, c'est pas 18 ans dans la guerre, c'est pas 18 ans dans la solitude. Et ça, c'est fondamental dans la jeune génération de l'époque. Et c'était déjà le cas, on a évoqué en début d'émission l'éducation sentimentale de Flaubert. Flaubert se paye en long, en large et en travers. Il a parlé de mai 68. Il a parlé de ce qu'on appelait les 48 arts de la Révolution de 1848. Et c'est les mêmes mots d'ordre, c'est les mêmes graffitis, sauf que ça concerne très peu de gens à l'époque. On termine parce qu'il nous reste 50 secondes. On a parlé tout à l'heure un mot pour définir 68. Quelle est la personnalité la plus marquante de mai 68 selon vous ? Je ne sais pas répondre à cette question. Moi. Alors ça c'est très 68 comme réponse. Franchement, mais je veux dire c'est la meilleure réponse. Mais vous avez raison. Évidemment que c'est la meilleure. C'est la meilleure réponse. Représente 68. Mais encore une fois, moi j'insiste sur la diversité. Je suis d'accord avec vous, mais la personnalité marquante parce qu'on est en retard. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir que c'est Daniel Cohn-Bendit, bien entendu, parce que c'est quand j'ai entendu son expulsion et des manifestants crier « Nous sommes tous des juifs allemands », compte tenu de mes origines et de mon parcours, je me suis dit là, je dois rentrer dans ce mouvement. Bon, François Bousquet, c'est terminé. Le nez rouge de Cohn-Bendit, mais le vrai gagnant, c'est le capital. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure et c'était votre démonstration. Merci à tous, c'était passionnant. Faut-il commémorer ? On voit la question posée pour terminer et vous pouvez, c'est fini, vous n'avez plus le droit de voter, donc 67% compte. Merci à Marine Lançon, je l'ai dit tout à l'heure. Merci à la réalisation Stéphane Gallardo qui est avec nous, Nicolas Gillet qui est au son, Samuel Petit qui est à la vision. L'info va se poursuivre sur CNews. Merci pour votre franchise. Merci, elle m'écoute plus du tout, Madame Storti. Merci pour votre franchise et merci pour la qualité de vos réponses. C'était un plaisir. L'info se poursuit sur CNews.